Bienvenue dans Sombre Chronique, votre rendez-vous hebdomadaire pour des récits effrayants et mystérieux. Ce soir, nous plongeons dans l'une des affaires les plus troublantes du siècle dernier, l'affaire du col Dyatlov. Quelle terrifiante révélation se cache derrière les disparitions inexpliquées de 9 randonneurs en 1959 ? Préparez-vous à découvrir un mystère qui, à ce jour, reste entier, avec des éléments de peur, d'incompréhension et des questions qui hantent encore les esprits. L'histoire commence en janvier 1959, lorsque 10 étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural entreprennent une expédition de ski dans les montagnes. Menés par Igor Dyatlov, un étudiant expérimenté, ils étaient prêts à affronter les rigueurs de l'hiver russe. Mais ce qui devait être une aventure exaltante s'est rapidement transformé en un cauchemar inimaginable. Le 1er février, le groupe établit son campement sur les pentes du Kolatsiakl, une montagne dont le nom signifie « montagne morte » en langue mansi. Ce sera leur dernier campement. Les jours suivants, les familles des randonneurs, inquiètes de ne pas avoir de nouvelles, alertent les autorités. Ce qu'ils découvriront sur place défie toute explication rationnelle. Les corps des randonneurs sont retrouvés dans des conditions inexplicables, certains à moitié vêtus, d'autres avec des blessures internes sans signe de lutte. Ce mystère, connu sous le nom de l'affaire du col Dyatlov, continue de fasciner et d'effrayer les chercheurs et les amateurs de mystères à travers le monde. Restez avec nous alors que nous explorons les théories, les preuves et les questions sans réponse de cette énigme glaçante. Janvier 1959, un mois où l'hiver règne en maître. Les montagnes de l'Oural s'étendent, blanches, majestueuses et immobiles sous un ciel d'acier, créant un paysage à la fois magnifique et intimidant. Au milieu de cette immensité glacée, un groupe de 10 jeunes s'active, préparant leur équipement avec soin et détermination. Ils sont 9 hommes et une femme, tous étudiants ou diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural, une institution renommée pour former des ingénieurs et des scientifiques de haut niveau. Leur passion pour l'aventure, la nature et l'exploration les a menés ici, aux confins de la Sibérie, là où l'homme ne s'aventure que rarement, cherchant à repousser leurs limites. Leur mission, conquérir le mont Otorten, une montagne au nom menaçant qui, en langue mansi, signifie « ne va pas là-bas », un avertissement qui ne fait qu'attiser leur curiosité. Ce nom, loin de les effrayer, attise leur désir de défi et leur volonté de surmonter l'inconnu. Leur leader est Igor Dyatlov, un jeune homme de 23 ans au visage sévère, mais toujours souriant lorsqu'il est avec ses camarades, inspirant confiance et respect. Dyatlov est un alpiniste aguerri, capable de faire face aux pires tempêtes, ayant déjà surmonté de nombreux défis en montagne. Il a minutieusement planifié chaque étape de cette expédition, car il sait qu'en pleine nature, chaque détail compte et peut faire la différence entre le succès et l'échec. Les autres membres du groupe lui font entièrement confiance, sachant qu'il est le mieux préparé pour les guider à travers ces terres hostiles. Ils sont eux-mêmes des sportifs entraînés, habitués aux conditions extrêmes et prêts à affronter les défis qui les attendent. Parmi eux se trouve Zinaïda Kolmogorova, une jeune femme à la silhouette menue, mais au tempérament de fer, connue pour sa détermination et son courage. Elle a déjà participé à plusieurs expéditions avec Dyatlov et partage son amour pour les défis, toujours prête à se surpasser. Plus discret, Alexander Kolevatov est passionné de géologie, trouvant dans chaque pierre une histoire à raconter. Il est constamment plongé dans ses carnets, notant chaque formation rocheuse qu'il croise, espérant découvrir quelque chose de nouveau. Ce voyage est une chance inouïe pour lui d'étudier les structures millénaires des montagnes de l'Oural. Un rêve devenu réalité. Yuri Yudan, quant à lui, est le seul à ressentir une certaine appréhension, une inquiétude qu'il peine à dissimuler. Une douleur lancinante à la jambe le taraude, mais il refuse de l'admettre, ne voulant pas paraître faible devant ses camarades. Il ne veut pas être celui qui abandonne, celui qui ralentit l'équipe, malgré la souffrance qui le ronge. Pourtant, la douleur devient insupportable, et après plusieurs jours de marche, il est contraint de quitter l'expédition. Une décision difficile, mais nécessaire.
C'est à contre-cœur qu'il leur fait ses adieux, convaincu qu'il les rejoindra à leur retour, espérant que tout se passera bien pour eux. Le reste du groupe poursuit son chemin vers Vijay, le dernier village habité avant de pénétrer dans la région isolée de l'Oural, un lieu où la civilisation semble lointaine. Le froid est mordant, mais l'excitation est palpable, chaque pas les rapprochant de leur objectif. Ils prennent des photos, plaisantent et documentent leur aventure dans des carnets, capturant chaque moment de cette expédition unique. Chaque soir, ils plantent leur tente sous les étoiles glaciales, partageant leurs impressions de la journée autour d'un feu de camp. Ils se réjouissent à l'idée de prouver leur résilience face aux éléments, se sentant plus vivants que jamais. Le groupe informe leurs proches qu'ils reviendront autour du 12 février, promettant de donner des nouvelles dès que possible. Ils savent qu'il s'agit d'un voyage périlleux, mais confient que tout se passera bien, forts de leur préparation et de leur esprit d'équipe. C'est la dernière fois que leurs proches entendent parler d'eux, une image figée dans le temps, pleine d'espoir et d'inconnu. Les jours passent lentement. Chaque tic-tac de l'horloge résonne comme un rappel de l'absence. À Sverdlovsk, ville d'origine des jeunes aventuriers, l'inquiétude commence à monter. Les rues sont animées, mais une ombre de préoccupation plane sur les visages. Le 12 février, jour prévu pour leur retour, personne n'a reçu de nouvelles du groupe. Les familles commencent à se rassembler, échangeant des regards inquiets. Mais personne ne panique encore. Les discussions restent calmes, chacun espérant que les jeunes randonneurs sont simplement retardés. Ce genre d'expédition prend souvent plus de temps que prévu. Les montagnes sont imprévisibles et les aventuriers doivent souvent s'adapter aux conditions changeantes. En montagne, il est courant que les randonneurs rencontrent des difficultés, des tempêtes imprévues, des crevasses insoupçonnées ou même des détours obligatoires. Chaque obstacle peut retarder leur progression. Cependant, au fur et à mesure que les jours passent, les familles ne peuvent plus contenir leur angoisse. Les mères serrent leurs enfants contre elles, les pères regardent fixement l'horizon. Les appels aux autorités locales se multiplient. Les familles cherchent désespérément des réponses, espérant que quelqu'un, quelque part, a des nouvelles. Les parents de Dyatlov, eux, restent persuadés que leur fils va revenir. Ils se tiennent la main, se soutenant mutuellement dans cette épreuve. « Il est fort », dit son père avec conviction. « Il a toujours été un leader, un survivant. Il est préparé pour ce genre de situation. » Dyatlov a suivi des formations rigoureuses et sait comment survivre dans des conditions extrêmes. Mais au fond d'eux, ils sentent que quelque chose ne va pas. Une intuition, un pressentiment que quelque chose de terrible s'est produit. Le 20 février, une mission de recherche est organisée. Les autorités ne peuvent plus ignorer les appels à l'aide des familles. Des volontaires, des soldats et des étudiants de l'Institut Polytechnique se regroupent pour former des équipes. La solidarité de la communauté est palpable. Les montagnes de l'Oural, déjà impitoyables en temps normal, deviennent un véritable labyrinthe avec la neige qui s'accumule. Chaque pas est une épreuve. Chaque pas est une lutte contre les éléments. Le vent glacial, la neige épaisse, tout semble conspirer contre eux. Les équipes avancent lentement, sondant chaque crevasse, chaque pente glacée. Chaque recoin est inspecté minutieusement. Le 26 février, après plusieurs jours de recherches infructueuses, une équipe tombe enfin sur une découverte. La tente du groupe, partiellement ensevelie sous la neige, se dresse au pied du mont Kholatsiakl, un nom mansi qui signifie « montagne des morts ». L'endroit, désert, semble figé dans le temps. Le silence est assourdissant, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Mais en s'approchant, l'équipe de secours est frappée par l'étrangeté de la scène. La tente est déchirée, lacérée de l'intérieur, comme si ses occupants avaient cherché à fuir dans la précipitation. Leurs affaires sont toujours là. Des vêtements chauds, des chaussures, des provisions, mais pas une trace des randonneurs. La neige autour est vierge, sauf quelques empreintes éparses qui semblent s'éloigner de la tente. L'équipe suit ces traces. Elle mène jusqu'à un petit bois, à environ 1,5 km de la tente. Et c'est là qu'ils découvrent le premier corps, étendu dans la neige, figé dans une posture de fuite désespérée.
Sous un grand cèdre, 2 des randonneurs gisent sans vie. Leurs corps, presque nus, sont recroquevillés, comme s'ils avaient cherché à se réchauffer dans leurs derniers instants. Ce sont ceux de Doroshenko et Krivonichenko, 2 des membres les plus endurants du groupe. Leurs mains sont terriblement brûlées, signe qu'ils ont tenté désespérément de se réchauffer en allumant un feu. Le petit feu de camp près d'eux n'a cependant pas suffi à les sauver des températures glaciales qui dépassent les moins 30 degrés Celsius cette nuit-là. Plus loin, à quelques centaines de mètres, 2 autres corps sont retrouvés, ceux de Dyatlov et Kolmogorova. Ils semblent avoir tenté de retourner à la tente avant de succomber au froid. Leurs visages sont figés dans une expression de lutte, comme s'ils avaient combattu jusqu'au dernier souffle pour survivre. Igor Dyatlov, toujours aussi déterminé, tient encore une branche de cèdre dans sa main droite, son corps raidi par le gel. Les enquêteurs sont perplexes. Pourquoi ces jeunes, tous expérimentés, auraient-ils quitté leur tente au milieu de la nuit, en sous-vêtements, dans une tempête de neige? Pourquoi n'ont-ils pas pris leurs vêtements, leurs chaussures, ni même leur équipement de survie? Et surtout, qu'est-ce qui a pu les pousser à lacérer leur propre tente de l'intérieur? Les empreintes laissées dans la neige montrent une fuite précipitée, mais organisée, comme si quelque chose les avait terrifiés. Les enquêteurs se demandent ce qui a pu provoquer une telle panique chez des randonneurs expérimentés. Les branches cassées autour du campement suggèrent une lutte désespérée pour survivre. Les corps retrouvés plus tard montrent des signes de blessures internes, comme si une force mystérieuse les avait frappés. Certains témoins rapportent avoir vu des lumières étranges dans le ciel cette nuit-là, ajoutant une couche de mystère à cette énigme déjà complexe. Le mystère du col Dyatlov reste l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire de l'exploration en montagne. Le mystère s'épaissit lorsque, plusieurs mois plus tard, au mois de mai, 3 autres corps sont retrouvés à quelques kilomètres de la tente, enfouis sous une couche de neige épaisse. Ces découvertes ajoutent une nouvelle couche de complexité à une affaire déjà énigmatique. C'est dans une ravine que l'on découvre les dépouilles de Zolotaryov, Dubinina et Thibaut Brignol, dans un état bien plus étrange que les premiers. Les conditions dans lesquelles ces corps ont été retrouvés laissent les enquêteurs perplexes. Les corps présentent des blessures graves, mais ce qui déconcerte le plus, ce sont les fractures qu'ils affichent. Ces blessures semblent défier toute explication rationnelle. Les côtes de Zolotaryov et Dubinina sont broyées, comme si elles avaient été écrasées par une force colossale. Une force que rien dans leur environnement immédiat ne pourrait expliquer. Thibaut Brignol, quant à lui, a le crâne fracassé, une blessure d'une violence inouïe qui ne correspond à aucun des scénarios envisagés par les enquêteurs. Les blessures sont similaires à celles causées par un accident de voiture à grande vitesse, selon le médecin légiste. Pourtant, il n'y a aucune trace d'un tel accident dans cette région reculée. Mais là encore, aucun signe de lutte, pas même de marques externes qui expliqueraient de telles lésions. Les corps semblent avoir subi ces blessures sans aucune résistance apparente. Le plus dérangeant est la découverte faite sur le corps de Dubinina. Une découverte qui ajoute une dimension macabre à cette affaire déjà troublante. Sa langue a été arrachée, ainsi que plusieurs parties molles de son visage. Une mutilation qui semble avoir été faite avec une précision inquiétante. Que s'est-il passé pour que cette jeune femme subisse une telle horreur? Les théories abondent, mais aucune ne semble satisfaire pleinement les enquêteurs. Certains évoquent un prédateur, un animal sauvage qui aurait dévoré ses parties après sa mort. Mais cette hypothèse ne tient pas face à l'absence de traces de lutte. Mais cette explication ne satisfait pas les enquêteurs. Ils cherchent des réponses plus convaincantes, mais se heurtent à un mur d'incompréhension. La scène n'a rien d'un champ de bataille entre hommes et bêtes. Tout est étrangement calme, un calme qui contraste avec la violence des blessures. Pas de traces de sang, ni de signes d'animaux dans les environs. Un mystère qui ne fait que s'épaissir. Il y a quelque chose d'inexplicable dans la manière dont ces corps ont été retrouvés, comme si une force inconnue avait été à l'œuvre. Une force qui échappe à toute logique humaine. Les enquêteurs sont également frappés par l'étrange couleur orange de la peau des victimes. Une couleur qui ne correspond à aucune explication naturelle. Les premiers corps retrouvés montrèrent des signes de décomposition naturelle dus au froid.
mais ceux découverts dans la ravine présentent une teinte anormale, presque radioactive. Une teinte qui soulève de nouvelles questions. Et ce n'est pas la seule étrangeté. Chaque nouvelle découverte semble ajouter une nouvelle couche de mystère. Certains des vêtements portés par les randonneurs dégagent une légère radioactivité. Une radioactivité qui ne trouve aucune explication dans leur environnement. D'où vient cette contamination? Les enquêteurs sont perplexes et cherchent des réponses dans toutes les directions possibles. Les montagnes de l'Oural n'ont jamais été connues pour abriter de telles radiations, et les jeunes gens n'étaient pas en contact avec des matériaux radioactifs avant leur départ. Une énigme qui reste entière, laissant les enquêteurs et le public dans l'expectative. À mesure que l'enquête progresse, les théories sur ce qui a bien pu se produire cette nuit fatidique se multiplient. Des rumeurs commencent à circuler parmi les villageois et les équipes de secours, et chacune semble plus étrange que la précédente. Certains suggèrent que les randonneurs ont été témoins d'essais militaires secrets. L'armée soviétique aurait peut-être testé des armes expérimentales dans la région. Des armes si puissantes qu'elles auraient provoqué des explosions ou des ondes de choc suffisamment violentes pour expliquer les terribles blessures observées. D'autres évoquent la possibilité d'un phénomène naturel rare et terrifiant, des infrasons. Ces ondes sonores à très basse fréquence, générées par des conditions climatiques spécifiques, peuvent provoquer des réactions physiologiques extrêmes chez les êtres humains, comme une peur irrationnelle et incontrôlable. Selon cette théorie, les randonneurs auraient été victimes de cette terreur provoquée par les infrasons, ce qui les aurait poussés à fuir la tente dans un état de panique totale, ne prenant pas le temps de s'habiller. Une autre hypothèse, plus fantastique, prend racine dans les légendes locales. Les Mansi, un peuple autochtone vivant dans les montagnes de l'Oural, parlent de la montagne des morts avec crainte depuis des générations. Selon eux, des esprits maléfiques peuplent ces terres, des entités invisibles capables de rendre fous les hommes qui s'aventurent trop loin dans leur territoire sacré. Les anciens du village de Vijay racontent que les montagnes abritent des créatures anciennes, des gardiens de ces lieux inhospitaliers, et que les randonneurs ont peut-être réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi. Les théories paranormales fleurissent également. Certains affirment avoir vu d'étranges lumières dans le ciel la nuit de l'incident. Des orbes lumineux, se déplaçant à grande vitesse, auraient été aperçus par des témoins dans la région. Des extraterrestres? Des ovnis? La suggestion, bien que farfelue, trouve écho chez une partie de la population qui cherche à comprendre l'inexplicable. Les scientifiques, quant à eux, restent sceptiques face à ces théories, cherchant des explications plus rationnelles. Ils examinent les données météorologiques, les rapports de tests militaires et les témoignages des villageois pour trouver des indices tangibles. Mais malgré leurs efforts, le mystère reste entier et chaque nouvelle hypothèse semble soulever plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le col Dyatlov continue de fasciner et d'intriguer, un puzzle complexe qui défie les explications simples. Et ainsi, les hypothèses et les doutes persistent, alimentant les discussions et les spéculations autour de cette nuit tragique dans les montagnes russes. Peut-être que la vérité se cache quelque part entre les légendes et les faits, attendant d'être découverte par ceux qui osent encore chercher. Face à l'ampleur du mystère et à la pression médiatique croissante, les autorités soviétiques décident de clore rapidement l'enquête. En mai 1959, le procureur en charge du dossier conclut que les jeunes sont morts à la suite d'une force naturelle irrésistible. Mais cette conclusion vague et insatisfaisante n'apaise ni les familles, ni les journalistes, ni les enquêteurs. Les proches des victimes, en particulier, ne croient pas à une simple tempête ou à un accident naturel. Ils savent que leurs enfants étaient des alpinistes expérimentés, capables de faire face à de telles situations. Le dossier est classé secret et les résultats de l'enquête sont verrouillés pour des décennies. La région autour du mont Kolatsiakl est fermée aux civils pendant plusieurs années. Les rumeurs d'essais militaires continuent de se répandre et certains chercheurs indépendants qui tentent de poursuivre l'enquête se retrouvent confrontés à des obstacles bureaucratiques ou à des menaces. Pour les familles des victimes, l'attente est insupportable. Ils ne savent pas pourquoi leurs enfants sont morts de cette manière tragique. Les autorités n'offrent aucune explication convaincante et le mystère semble s'enfoncer dans l'oubli. Pourtant, malgré les efforts pour étouffer l'affaire, des passionnés,
Des journalistes et des chercheurs continuent de creuser. Les autorités soviétiques, conscientes de l'impact potentiel sur leur image, maintiennent un silence rigide. La propagande officielle tente de détourner l'attention, mais le public reste sceptique. Les familles des victimes organisent des veillées, espérant que la vérité éclatera un jour. Les chercheurs indépendants, malgré les risques, continuent de rassembler des preuves. Le mystère du col Dyatlov reste l'un des plus grands non résolus de l'histoire soviétique, et les montagnes russes, silencieuses témoins de cette tragédie, gardent leurs secrets enfouis sous la neige. Aujourd'hui encore, l'affaire Dyatlov reste l'un des mystères les plus fascinants et troublants de l'histoire moderne. Des documentaires, des livres, des films et des théories sans fin continuent de ressasser les mêmes questions. Qu'est-il arrivé aux 9 jeunes randonneurs cette nuit de février 1959 ? Ont-ils été victimes d'une attaque, d'un phénomène naturel extrême, ou d'un danger inconnu, tapi dans les ombres des montagnes glacées ? En 2019, 60 ans après les événements, les autorités russes ont rouvert l'enquête. Cette fois, l'explication donnée est celle d'une avalanche. Selon les nouvelles conclusions, une avalanche de plaques aurait pu surprendre les randonneurs dans leur sommeil, les obligeant à fuir dans un état de panique. Mais pour de nombreux experts, cette théorie ne colle toujours pas avec l'ensemble des éléments retrouvés sur place. Pourquoi, alors, les blessures graves sur certains corps, les traces de radiation sur les vêtements et l'arrachement de la langue de Dubinina ? La véritable réponse semble échapper encore et toujours à la raison. Les montagnes de l'Oural, silencieuses et imperturbables, gardent jalousement leurs secrets. La montagne des morts porte bien son nom, et ceux qui s'y sont aventurés, malgré leur expertise et leur préparation, n'en sont jamais revenus. Chaque année, des commémorations ont lieu pour honorer la mémoire des 9 randonneurs disparus. Leurs noms sont gravés dans l'histoire, et leur tragédie continue de hanter les esprits. Ils étaient jeunes, pleins de vie et d'espoir, et leur histoire est un rappel poignant des mystères insondables de notre monde. Et ainsi s'achève notre plongée dans le mystère insondable de l'affaire Dyatlov. Un drame à la fois terrifiant et fascinant, qui continue de captiver des générations d'enquêteurs, d'historiens et d'amateurs de mystères. Peut-être qu'un jour, une découverte permettra de lever le voile sur ce qui s'est réellement passé. En attendant, les montagnes de l'Oural, majestueuses et impitoyables, veillent en silence sur leurs secrets, tandis que le mystère du col Dyatlov continue de hanter notre imaginaire collectif. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sombre Chronique. Si cette histoire vous a fasciné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun des mystères que nous explorons chaque semaine. Restez prudents, car parfois, les lieux que l'on croit connaître peuvent dissimuler des secrets bien plus sombres qu'il n'y paraît. À vendredi prochain pour une nouvelle enquête et peut-être de nouveaux frissons